Cet objet est un cadran solaire portatif. Le but était d'en faire un objet précieux, mystérieux et plein de surprises, rappelant les outils des voyageurs des temps anciens, un petit peu comme un objet de curiosité. L'intérêt d'un tel cadran solaire n'est évidemment pas dans le fait de donner l'heure, cette information que nous obtenons aujourd'hui si facilement et de façon si précise sur la plupart de nos appareils du quotidien, mais plutôt de créer une expérience, une histoire autour du temps. À dessein, cet objet est en forme d'astre, écrin sphérique et lisse, agréable au toucher et dont tout le mécanisme est caché à l'intérieur. Cette pièce s'adresse autant aux amateurs d'art qu'aux passionnés d'astronomie. Elle a été imaginée avec différents aspects variables pour donner la possibilité à son propriétaire de personnaliser son cadran solaire. Le fond de boussole aux différentes textures, la gravure à l'acide dans la coupole supérieure représentant un lieu cher au propriétaire, ou bien encore les plateaux interchangeables permettant de lire l'heure dans une région particulière. Ce modèle, par exemple, rappelle le milieu à la fois marin et végétal de la forêt des Landes. C'est une pièce unique pour le moment, mais sa philosophie n'est pas de rester sous cloche dans un salon, mais plutôt d'être un compagnon de voyage. Voici la description faite par Emmanuelle, la créatrice de cet objet. Et aujourd'hui, je vais vous entraîner avec moi dans la fabrication de son sac, celui qui permettra justement d'en faire un compagnon de voyage. Pour donner un peu de contexte avant de commencer, une amie, Emmanuelle, est la créatrice de cet objet d'art et m'a demandé de réaliser un sac pour transporter l'objet, le protéger et le mettre en valeur. Ce cadran étant sous forme de sphère, nous avons tout d'abord réfléchi à la forme à donner au sac pour mettre en valeur l'objet. Mais comme vous le savez, faire un sac sphérique n'est pas si évident. Avec Elie, le copain d'Emmanuelle, nous avons donc fait plusieurs croquis pour réfléchir à ce point essentiel. En plus, les croquis, c'est toujours plus pratique pour faire passer les idées. Ce qui est ressorti de cette phase de réflexion, c'était de faire un sac assez aéré, et ce pour deux raisons. La première étant pratique, faire une sphère est plus simple si elle n'est pas pleine, la matière s'adaptera ainsi plus facilement à la forme. La deuxième est esthétique, avoir des espaces pour voir l'objet dans le sac est une plus-value dans le cadre de ce projet. J'ai ensuite pris du temps afin de penser toutes les étapes du projet et de m'assurer que tout était faisable. J'ai modifié des choses quand c'était nécessaire, et aussi parfois pour me faciliter le travail en prévision. J'ai commencé à me faire une liste des pièces en cuir qu'il me fallait et à les dessiner dans une esquisse Fusion 360. Oui, je sais, c'est pas spécialement un logiciel fait pour, mais je trouve que cela fonctionne très bien et surtout je suis à l'aise avec ce logiciel. Je suis cependant ouvert à des idées de logiciels plus adaptés pour faire des patrons, notamment pour le cuir. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser vos propositions dans les commentaires. Mais bref, j'ai donc utilisé Fusion 360 pour dessiner avec précision la plupart de mes pièces, et cela m'a permis de tester les différentes dimensions et formes d'un point de vue esthétique. Lorsque les résultats m'a plu, j'ai reporté tout cela sur du papier, à la main. Bah oui, parce que j'aime bien me compliquer la vie. Et surtout parce que j'ai pas d'imprimante. Bref, une fois les patrons posés sur le papier, j'ai pu les découper. Vous remarquerez que même si j'aime me compliquer la vie, j'ai tracé seulement les moitiés voire les quarts de patrons en profitant des symétries, et je fais la même chose à la découpe. Une fois que j'ai mon patron en papier, il est temps de le reporter sur le cuir. Je sais, je le fais au stylo et c'est pas bien, il faudrait que j'arrête parce que parfois ça laisse une marque, c'est le but, et du coup des fois on peut pas l'enlever après, c'est un peu dommage. Je peux ensuite découper toutes mes pièces de cuir. Justement, parlons du cuir. Dans ce projet, j'utilise 3 cuirs différents. Une croûte de cuir velours et 2 cuirs tannage végétal, un épais et un fin. J'utilise le cuir tannage végétal pour toutes les pièces de jonction, celles qui vont devoir supporter des coutures, maintenir des anneaux, etc.
décidé, pour porter ce sac, de faire une sangle réglable à mettre en bandoulière. C'est pourquoi je réalise un montage de ceinture classique. Je coupe donc le bout de mon morceau de cuir avec l'un de mes emporte-pièces fait maison, puis je réalise des trous espacés régulièrement, comme je le ferais pour une ceinture. Faisons une petite pause pour parler de ce cadran. Comme expliqué dans l'introduction, il y a des plateaux qui sont interchangeables. En effet, chaque plateau est lié à une région du globe, car le calcul de l'heure peut être différent en fonction de sa position géographique. Je m'étais donc fixé comme objectif de pouvoir transporter en même temps que le cadran 2 disques supplémentaires. Le choix a donc été fait de leur faire des petites pochettes, avec comme idée de base de pouvoir les accrocher à la bandoulière. Le design est un petit peu particulier, mais il y a 2 aspects qui m'ont orienté dans ce choix. Je souhaitais tout d'abord garder un visuel sur les plateaux eux-mêmes en laissant un bout visible. Et je souhaitais aussi et surtout limiter au maximum les risques de chute. J'ai donc choisi de faire un design à double sécurité, un bouton pression pour verrouiller, mais surtout la languette de maintien qui repasse au milieu du disque et au milieu des pièces en cuir, en empêchant totalement le disque de fuir. Cela donne aussi un aspect esthétique que j'aime beaucoup. C'est donc pour cette raison que je réalise un gros trou au centre de ces pièces en cuir. Pour continuer de préparer mes pièces de cuir, j'abacarre les bords. Cela me permettra plus tard d'arrondir et de lisser mes tranches de cuir pour avoir un meilleur rendu. Maintenant que mes pièces de cuir sont prêtes, je passe à l'étape de la teinture. Je la réalise à l'aérographe, bien que ce ne soit pas forcément nécessaire et que ça prenne plus de temps. J'aime bien le rendu homogène et cela me permet d'économiser un petit peu sur la quantité de teinture. Pour la couleur, j'ai choisi un marron moyen qui fait un bon contraste avec le gris de la poudre. Il s'agit du Spanish Brown de chez Fibbing Products. Après la teinture, je peux passer à la finition des pièces qui se répartit en 3 étapes. La première étape est le nourrissage du cuir avec de l'huile afin de l'assouplir légèrement et de lui redonner de la luminosité. La deuxième étape, c'est le travail de tranche. Comme je l'expliquais précédemment, le but est de faire une tranche lisse et arrondie pour avoir une jolie finition. Pour cela, j'applique un produit dessus, du Tokonol dans le cas présent, et je viens frotter énergiquement avec une lissette. Certaines parties de ce travail seront faites plus tard, car certaines pièces vont être assemblées entre elles et le lissage se fera alors sur les 2 tranches en même temps. La troisième étape, c'est le passage d'un produit de protection afin de protéger le cuir et notamment sa couleur. Avant de passer à l'étape suivante pour mes pièces en cuir, qui est le collage, il faut que je m'occupe de mes pièces en croûte. Il s'agit de toutes les pièces importantes de l'objet, notamment le corps du sac. Comme expliqué précédemment, j'ai décidé de faire un sac qui s'ajuste au cadran, donc avec une forme sphérique, mais sans faire de montage compliqué, et donc le faire en une seule pièce, qui une fois pliée sera très proche d'une sphère, mais avec des segments, des quartiers manquants. C'est suffisant pour tenir le cadre, surtout que je vais venir faire un renfort à l'équateur avec une pièce de cuir fine. Pour l'instant, ce n'est peut-être pas très clair, mais vous allez comprendre. Cette pièce, ainsi que les 2 morceaux de la bandoulière, sont faites avec la croûte de cuir velours.
J'ai choisi cette dernière pour son coloris que j'aimais beaucoup, une sorte de gris marron, et j'en suis très satisfait. Par contre, c'est assez pénible à découper à cause de l'élasticité du matériau. Le côté velours est très agréable et fait un peu écrin autour du cadran. En plus, comme cette croûte est aussi très souple, elle est agréable en bandoulière. Venons-en au fameux renfort à l'équateur. Il s'agit d'une bande de cuir qui va faire le tour du sac en s'entremêlant avec la pièce en croûte. Je découpe justement des fentes dans celle-ci et je fais un pré-montage pour ajuster la longueur de la bande. Pour cela, j'ai modélisé et imprimé un modèle taille réelle du cadran. Ça me permet de faire les découpes et les ajustements sans avoir de crainte d'abîmer l'objet lui-même. Maintenant, j'ai vraiment l'ensemble de mes morceaux de cuir pour le sac de prêt, il me reste à les assembler. Certaines pièces sont collées, cela permet d'être sûr qu'aucun espace n'apparaisse sur les bords malgré la couture. J'applique donc la colle avec minutie et je viens prendre le temps nécessaire pour enlever tous les résidus avant qu'ils ne sèchent. Sinon, ça ferait des petites boules qui seront certainement visibles et je n'en veux certainement pas. Pour cela, je viens gratter la jointure avec mon indispensable. Oui, c'est bien le nom de l'outil. Les bouts de la bandoulière renferment des anneaux et sont donc des pièces qui sont repliées autour de la bandoulière. J'ai fait en sorte de réduire légèrement l'épaisseur du cuir au niveau du pli pour faciliter celui-ci et je bloque la forme pendant le séchage avec des pinces à linge. Une fois sec, je viens enlever les morceaux de croûte en trop au niveau de la bandoulière. J'avais volontairement décidé de les laisser pour pouvoir les ajuster par rapport aux pièces en cuir marron après le collage. Je vais maintenant préparer mes coutures. Cela commence par le tracé des lignes de couture à une distance régulière du bord du côté visible. En effet, toutes les pièces ont un côté plus visible que l'autre, une fois l'objet terminé, et j'ai tout intérêt à faire en sorte que ça soit le côté le plus visible qui soit le plus propre. Une fois la ligne tracée, je viens marquer mes emplacements de couture. J'utilise pour cela une griffe à frapper, mais sans la frapper. Oui, je sais, c'est bizarre. Je trouve que ma griffe, quand je l'utilise pour vraiment perforer et faire les trous, fait un résultat un petit peu trop brouillon. Et je n'ai pas de roulette de marquage pour faire juste le marquage facilement. Donc, je me débrouille comme je peux. J'ai fait en sorte que tous les angles d'une pièce aient un marquage à l'extrémité, quitte à avoir des trous plus proches ou un peu plus éloignés au milieu du segment. Ensuite, je troue le cuir avec mon alène losange. On peut maintenant passer à l'une des étapes les plus longues, mais aussi l'une des plus satisfaisantes, c'est la couture. Elle permet d'assembler, de créer des formes, de tenir l'objet, mais aussi de lui apporter une touche supplémentaire grâce à sa couleur. J'ai justement choisi un fil beige pour ajouter une troisième couleur. C'est un coloris plus clair que les deux autres, mais ça reste dans les mêmes tons. Je fais toutes mes coutures en coin sellier et je referme les coutures toujours du côté le moins visible. Et je brûle le bout du fil pour sceller la couture. Je fais aussi des petits points pour replier les pointes de mon corps de sac. Cela me permettra d'y passer un lacet pour refermer le sac. Toujours dans l'assemblage, je fixe l'équateur en faisant une couture en croix cette fois-ci, vu que c'est du bord à bord, même s'il y a une pièce de soutien derrière, en bord à bord je préfère faire une couture en croix. Je peux maintenant assembler la bandoulière et le corps du sac en refermant les accroches autour des anneaux avec une petite couture. Oui, encore. On en finit enfin avec la couture, avec celle d'une pièce dont je ne vous ai pas encore parlé. Il s'agit d'une petite pochette pour un support. Le support a une forme de cône tronqué, donc c'est-à-dire où il manque la pointe, et donc ça permet de venir poser le cadran pour éviter qu'il roule sur le sol. Je fais donc cette pochette avec une forme de cône tronqué, et voilà, en tout cas bon, c'était l'objectif. Ça rend la couture un petit peu délicate puisqu'elle vient déformer la pièce en cuir.
On approche de la fin et il est temps de finir les trous de la sangle. J'avais fait les trous dans la partie cuir et il faut maintenant les prolonger dans la partie croûte que j'ai collée. J'en profite pour percer 2 trous dans l'arrière du corps du sac, celui qui sera proche du corps. Cela me permettra de sortir le lacet vers une quincaillerie pour le bloquer. J'utilise une pièce en cuir martyr pour éviter de percer les 2 épaisseurs. Et les plus attentifs d'entre vous remarqueront que je fais les trous vers l'intérieur du sac et si ça paraît bizarre, eh bien c'est parce que c'est une erreur. Je me suis rendu compte après que c'était pas vraiment logique et j'ai donc défait les 3 points de couture qui tiennent ce pli là pour les décaler et pour décaler le pli afin que les trous se retrouvent vers l'extérieur. Pour finir la partie sac, il me suffit d'ajouter le lacet et le fermoir à lacet. Le lacet est marron mais légèrement différent de celui de mes pièces en cuir, mais c'est pas plus mal. En plus, il rajoute une texture un petit peu différente, j'aime bien. Le fermoir est avec une finition nickelée, comme toutes mes autres pièces de quincaillerie d'ailleurs sur cette fabrication. En général, j'aime bien avoir une homogénéité au niveau de la quincaillerie. On va maintenant finir les accessoires, donc les pochettes. Pour ça, je fais le travail de tranche pour celles qui en avaient besoin. Vous vous souvenez, les pièces que j'ai collées, que j'ai assemblées, n'avaient pas fait certaines des tranches. Donc là où il y a eu des assemblages du coup, et où j'avais laissé la tranche libre pour pouvoir faire les 2 tranches en même temps. Je mets des boutons pression. J'ai cependant rencontré un problème avec cette ultime étape. J'avais l'outil pour poser la partie mâle des boutons, mais celui que j'avais pour la partie femelle était trop gros. Et donc cherché un autre outil pour le remplacer. J'avais un petit tournevis cruciforme qui traînait, qui avait la bonne taille, mais il ne permettait pas d'appuyer sur le bouton en même temps que de le verrouiller. J'ai donc ajouté un petit morceau de tube d'encre de stylo bic autour de l'embout, du bout du tournevis pour que ce morceau de tube appuie sur le bouton en même temps que je le verrouillais en tapant. C'est pas très académique mais ça marche donc c'est l'essentiel. L'idée de base était de pouvoir accrocher les poches d'accessoires à la bandoulière mais finalement Emmanuel n'a souhaité qu'un seul emplacement au cas où donc il n'y a qu'un seul bouton pression sur la bandoulière et on aurait pu en mettre jusqu'à 3 pour avoir les 3 pochettes. Après plus d'une quinzaine d'heures de travail, j'ai enfin fini ce sac et voici le résultat. Je suis super content du résultat. C'était ma première commande et je pense avoir réussi à fournir un travail de qualité acceptable pour le vendre. Je ne suis évidemment pas un professionnel et je ne prétends pas égaler ceci, mais sur cette pièce, j'ose la vendre sans me sentir comme un arnaqueur. C'est important de savoir être fier de son travail, mais il faut aussi savoir reconnaître ses erreurs et justement, il y en a plein sur cet objet, j'en suis tout à fait conscient. Notamment mes verrouillages de couture qui font des gros pâtés tout moches, certaines de mes découpes qui ne sont pas aussi droites que ce que j'aimerais, et mes dos de couture qui ne sont pas super esthétiques. Bref, c'était un super projet et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et j'ai énormément appris en le faisant. J'ai été honoré de travailler autour d'un objet tel que ce cadran solaire et je vous invite à aller suivre et reconnaître le talent d'Emmanuel. Vous trouverez un lien vers son Instagram en description. Petit bonus, sur demande d'Emmanuel, j'ai aussi fait une couture finale pour assembler les 2 bouts du lacet afin de l'empêcher de sortir du fermoir. Je n'y avais pas pensé, mais c'est pourtant clairement indispensable. Ça permet d'éviter tout simplement de perdre le fermoir avec maladresse. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, la commenter et la liker si c'est le cas. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, à plus!